À l'été 2019, Donald Trump va faire un coup d'éclat. Le président américain propose de racheter le Groenland au Danemark. Et à l'écouter, ce ne serait pas bien compliqué. Sauf que cette offre immobilière n'a pas vraiment été du goût du Danemark. This has clearly been rejected by Kim Kielsen, a position that I share, of course. C'est la troisième tentative des États-Unis. En 1867 et en 1946, Washington avait déjà formulé 2 offres d'achat pour le Groenland. Le président de l'époque, Harry Truman, avait même proposé 100 millions de dollars la seconde fois. Jamais l'opération n'a eu lieu. Aujourd'hui, Donald Trump n'est pas le seul à regarder non seulement du côté du Groenland, mais plus largement vers l'Arctique. On pourrait rajouter la Russie, la Chine et même la France. Et forcément, vous vous en doutez, si tous ces pays s'intéressent à cette région polaire, ce n'est pas pour la beauté des paysages, ni par amour des températures glaciales. En réalité, c'est plutôt pour ce qu'ils pourraient y trouver, des ressources. De quoi ouvrir une nouvelle conquête économique de l'Arctique, mais qui fait aussi courir de graves dangers pour l'environnement. L'Arctique, c'est un monde d'environ 14 millions de kilomètres carrés, peuplé par 4 millions d'habitants au nord de notre planète. Et qui, sous le coup du changement climatique, se réchauffe à un rythme 2 fois plus rapide que le reste du monde. Une mauvaise nouvelle pour l'environnement ayant pour conséquence la réduction de la banquise et la fonte du permafrost, comme nous le voyons sur ces images de la NASA. La situation environnementale en Arctique, elle n'est pas juste alarmante ou préoccupante. Elle est fondamentale, pas juste pour l'Arctique, mais pour l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que l'Arctique, c'est pas juste en réalité une question arctique, c'est tout simplement le régulateur du climat. Donc quand l'Arctique perd près de 40% de ses glaces de mer en 40 ans, ce n'est pas juste une question régionale. Et ce qui est très intéressant en plus de ça, c'est de voir au sein de l'Arctique qu'il y a certaines régions de l'Arctique qui aujourd'hui ne connaissent même plus de glace, ni l'été, ni l'hiver. On peut penser au sud-ouest du Groenland, on peut penser à la mer de Barents. Et donc du coup, cela permet une augmentation tout simplement de l'accessibilité de la zone pour des activités humaines. Et parmi ces activités humaines, ce qui intéresse les gouvernements, c'est l'exploitation des ressources. Car l'Arctique, et notamment le Groenland, en regorgerait. À commencer par des hydrocarbures, du pétrole et du gaz, avec 13 et 30% des ressources mondiales selon des estimations de 2008. Des chiffres dont on reparlera un peu plus tard. Il y a aussi de l'uranium, indispensable à l'industrie nucléaire, des terres rares, utilisées pour la fabrication des smartphones, et de nombreux matériaux, de l'or, du cuivre, du zinc ou encore du nickel. Et pour l'agriculture, des réserves de pêche conséquentes. Résultat, des méga-projets sortent de glace. Dans le secteur du gaz naturel liquéfié, par exemple, 2 chantiers titanesques ont vu le jour au nord de la Sibérie, estimés à 20 et 27 milliards de dollars. L'objectif, y produire du gaz nettement moins cher qu'ailleurs. À la manœuvre, le groupe russe Novatek, avec des participations du français Total et des investissements chinois. Dans les 2 cas, des méthaniers brise-glace doivent transporter les productions là où elles seront consommées. Car c'est l'autre intérêt des gouvernements pour l'Arctique, le transport. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. North America. History is made by a joint American-Canadian expedition. For the first time, a path has been cut through McClure Strait, the western entrance to the Northwest Passage in the Canadian Arctic. Aujourd'hui, le rétrécissement de la banquise pourrait ouvrir, en théorie, de nouvelles routes maritimes. Un passage au nord-est, le long des côtes sibériennes, un autre au nord-ouest, et enfin une route transpolaire. Résultat, un trajet de Shanghai à Rotterdam serait de 30 à 40% plus court qu'en passant par le canal de Suez. Un avantage pour la Russie qui souhaite multiplier par 4 le volume de marchandises transportées de 2019 à 2025 le long de ses côtes nord. Alors forcément, les États veulent leur part dans l'Arctique.
La Russie et la Norvège ont eu un différend de 40 ans sur la délimitation de leurs frontières maritimes avant de parvenir à un accord en 2010. Quelques années plus tard, en 2015, la Russie revendique auprès de l'ONU 1,2 million de kilomètres carrés dans l'Arctique, soit à peu près 2 fois la France. Elle avait déjà essayé par le passé, mais sans succès. Alors, pour prouver sa légitimité, Moscou a commandité des expéditions scientifiques et même planté un drapeau russe à plus de 4000 mètres de profondeur en 2007. Et comme par hasard, que trouve-t-on dans cette zone ? À peu près 4,9 milliards de tonnes de réserves d'hydrocarbures. Le pays a également envoyé dans l'Arctique, en 2019, la première centrale nucléaire flottante au monde pour alimenter en électricité des habitations, mais aussi des installations pétrolières. Il faut aussi compter avec la Chine. Le pays se considère comme un État du Proche Arctique, a investi dans le gaz, veut y construire des infrastructures et a inauguré un second brise-glace en 2018. L'autre acteur principal aujourd'hui en Arctique, c'est assurément la Chine. L'administration Trump estime qu'en l'espace de 5 ans, il y a 90 milliards de dollars d'investissements chinois qui ont été faits en Arctique. C'est un chiffre absolument énorme. Si on ne peut pas le vérifier, ça donne néanmoins une idée de l'ordre de grandeur des investissements chinois en Arctique qui inquiète l'administration Trump et les États-Unis. La France, quant à elle, a publié en 2016 une feuille de route nationale afin d'établir une stratégie. 2 ans plus tard, un navire de la Marine nationale a pour la première fois traversé le passage nord-est de l'Arctique 17 jours durant sans l'assistance de brise-glace afin d'approfondir les connaissances sur la région. Afin de gérer les relations, un conseil de l'Arctique a été créé dès 1996 auquel siègent les pays riverains et d'autres États qui y jouent un rôle d'observateurs. Il y a tous ces pays, dont la France, dont la Chine, dont Singapour, qui émergent dans le débat arctique pour des raisons souvent différentes et qui font qu'aujourd'hui l'Arctique n'est plus juste une zone régionale, mais une zone en voie donc de globalisation. Sauf que dans l'Arctique, de la théorie à la pratique, tout n'est pas aussi simple. Au niveau des ressources, déjà, il s'agit souvent d'estimations. Autrement dit, il peut y avoir de mauvaises surprises. C'est ce qui est arrivé à Shell, qui a abandonné ses forages au large de l'Alaska en 2015 après avoir trouvé du pétrole, mais en quantité insuffisante. La compagnie néerlandaise avait pourtant dépensé des milliards. Ensuite, l'isolement de la région et ses conditions climatiques y rendent l'extraction de pétrole plus difficile et potentiellement plus coûteuse qu'ailleurs, et donc moins rentable. Surtout si les cours du pétrole sont bas sur les marchés. En août 2019, par exemple, une étude estimait qu'un baril de pétrole en mer d'Alaska commençait à être rentable à 65 $ le Brent, contre seulement 45 $ pour du pétrole de schiste américain. En 2008, il y a une étude américaine qui est parue qui faisait état de grandes ressources de pétrole et de gaz à découvrir encore en Arctique. L'étude en question, ce sont les chiffres dont on parlait au début de la vidéo. Cependant, cette étude, aujourd'hui, elle est largement remise en cause. D'abord parce qu'on parlait uniquement de ressources à découvrir, mais on ne sait pas si c'est des ressources prouvées, par exemple. Toutes ces ressources ne sont pas encore prouvées. Ensuite, aujourd'hui, il y a quand même des obstacles techniques et des obstacles financiers qui s'opposent à l'exploitation massive d'hydrocarbures en Arctique. Pareil pour les transports. Si les distances sont plus courtes, cela ne veut pas forcément dire moins cher. L'environnement arctique pèse sur les coûts car les infrastructures y sont moins nombreuses et les navires doivent souvent être précédés de brise-glace dont les services sont facturés par la Russie. Puis un autre élément coûte cher. C'est le risque, et ce, même s'il ne se produit pas. Car en Arctique, il y a des icebergs, et ça ne plaît pas du tout aux assurances. Pour en savoir plus, nous avons contacté une société de courtage qui nous a indiqué que pour les armateurs, la hausse de la prime d'assurance peut atteindre jusqu'à un quart de la prime annuelle en moyenne par trajet en Arctique. Parce que les risques sont plus élevés et que les conditions d'intervention y sont plus difficiles en cas d'urgence. À un tel niveau, 4 trajets dans l'année seulement suffisent à faire doubler la prime d'assurance payée par l'armateur. On a tendance à beaucoup idéaliser les routes maritimes de l'Arctique. La route transpolaire, c'est-à-dire une route qui traverserait l'océan Arctique de part en part, aujourd'hui n'est pas possible en raison de la banquise arctique qui va rester là, même l'été, jusqu'environ en 2050.
La situation entre les deux principales routes est quant à elle très contrastée. Le passage du Nord-Ouest au Canada est très peu utilisé. Il y a environ une centaine de transits seulement depuis 100 ans. La situation est différente pour le passage du Nord-Est, donc au nord de la Russie. Cependant, cette situation elle est aussi contrastée au sein même de la route, puisque la partie qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est la partie occidentale, qui est libre toute l'année de glace jusqu'au port de Mourmansk, et qui permet un trafic qui est surtout un trafic de transit, c'est-à-dire pour aller d'un port à une plateforme ou d'une plateforme à une autre. En revanche, la route commerciale du passage du Nord-Est n'est pas encore aujourd'hui en activité pour plusieurs raisons. Mais surtout, cette nouvelle conquête économique de l'Arctique inquiète les défenseurs de l'environnement. Elle s'opère dans un contexte de réchauffement climatique qui, avec la fonte des glaces, relève le niveau des océans et grignote des terres habitées. Des études parlent de millions de réfugiés climatiques dans les prochaines décennies. Aussi, la fonte du permafrost pourrait libérer une grande quantité de carbone dans l'atmosphère et émettre ainsi davantage de gaz à effet de serre, aggravant le réchauffement climatique. L'autre point, ce sont les risques que font courir directement certains projets dans l'Arctique. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois. En 1989, le pétrolier Exxon Valdez faisait naufrage au large de l'Alaska, déversant une quarantaine de millions de litres de pétrole dans la mer, avec pour conséquence une hécatombe d'oiseaux, de poissons et de baleines. Et imaginons un scénario comme Deepwater Horizon, cette plateforme pétrolière qui a explosé en 2010 au large des États-Unis. Si une telle catastrophe se produisait dans l'Arctique, l'isolement de la région rendrait les interventions extrêmement difficiles et amplifierait le désastre. Il existe alors des garde-fous, et en premier lieu, l'opinion publique. Voici ce que déclarait l'ancien PDG de Total dans une interview en 2012. Du pétrole sur le Groenland, ce serait un désastre. Une fuite causerait trop de dommages à l'image de la compagnie. Autre exemple, en 2019, le numéro 3 mondial du transport maritime CMA-CGM s'est engagé à ne pas faire circuler ses bateaux sur la route du Nord-Est pour y protéger l'environnement. Tous ces projets économiques en Arctique, ils ont des impacts environnementaux qui sont évidents. On peut penser par exemple aux villes du nord de la Russie, comme la ville de Norilsk, qui est une ville aujourd'hui minière, centrée autour de l'exploitation du nickel, qui est une ville absolument sinistrée, avec notamment une espérance de vie extrêmement basse et des conditions de vie sanitaires qui sont très difficiles pour tous les habitants. Ces impacts environnementaux, ce sont des impacts environnementaux évidemment pour les habitants, mais également pour l'environnement arctique, c'est-à-dire à la fois les territoires et les mers arctiques. Mais il y a également l'intérêt des États, qui est toujours plus d'exploiter les ressources diverses et variées de l'Arctique, et l'intérêt également des populations qui, lui, est à mettre en balance. Ces populations de l'Arctique qui, à la fois, profitent de l'exploitation économique et à la fois pâtissent des effets du changement climatique. Car cette région du globe a beau s'apparenter à une terre froide et hostile, elle n'en abrite pas moins une grande biodiversité. Des ours polaires, confrontés à la fonte des banquises, mais aussi des baleines grises et boréales, des narvals, des bœufs musqués ou des renards d'Arctique. Alors, pour y protéger la faune et la flore, des organisations prennent les devants. En 2017, l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'UNESCO répertoriaient dans un rapport 7 sites géographiques de l'Arctique qui pourraient relever du statut de patrimoine mondial afin de les protéger d'activités dommageables. À mesure que la banquise se retire, ces superbes caractéristiques marines deviennent de plus en plus accessibles à la pêche, à la navigation et à de nouvelles demandes et menaces économiques. Le rythme dramatique auquel la mer de glace arctique a décliné ces dernières années souligne l'urgence d'améliorer la compréhension et la protection de ces lieux inestimables qui ont un potentiel de valeur universelle exceptionnel. Dans les différents pays de la zone, on retrouve des aires marines protégées, on retrouve des parcs naturels et ainsi de suite, qui permettent en fait de sanctuariser certaines zones de l'Arctique. Mais ce qui pose aujourd'hui problème, c'est que tout simplement ces zones protégées ne sont pas aujourd'hui forcément la priorité des États et des populations qui y habitent. En effet, les différents États et populations qui y habitent sont d'abord dans une démarche de développement. Et même si ce développement se veut être raisonné, même en Russie, même en Alaska, il n'empêche que donc l'augmentation, le rythme auquel ces nouvelles aires marines protégées ou ces nouveaux parcs naturels se développent, se créent, est un rythme relativement faible. Enfin, il y a une autre ressource dont on parle moins souvent, c'est l'eau douce. L'un des plus grands stocks mondiaux est dans la région. L'Arctique recèle de richesses naturelles et environnementales incroyables, mais son avenir pourrait basculer
dans les prochaines années.